Expédition numéro 5. Premier journal de bord. Le Wendigo serait une entité humanoïde formée dans des conditions extrêmes. Silhouette mince, aux membres allongés. D'une peau pâle tendue sur les os, une source affirme avoir entendu des cris et avoir vu une grande silhouette. Les habitants évitent le bâtiment. Cela correspond à trop de schémas pour être ignoré. Je vais devoir agir avec une extrême prudence. On dit qu'il est agressif, nocturne et intelligent. Il traque ses proies. Certains rapportent en fait l'état des marques de griffes, peut-être des signes territoriaux. Bienvenue, mes très chers téléspectateurs, pour ce nouvel épisode de Anna's Log, réalisé par l'équipe Red Thread. Aujourd'hui, nous allons commencer avec 2 interviews. L'objectif sera de répondre à la problématique « Peut-on définir l'horreur dans les jeux vidéo ?» Peut-on vraiment définir l'horreur dans les jeux vidéo ? Ce n'est pas simplement des monstres ou des screamers qui surgissent à l'écran. L'horreur vidéoludique repose sur une mécanique fine où tout est pensé pour plonger le joueur dans un climat de tension. Ambiance sonore pesante, lumière oppressante, ressources limitées, sentiment d'impuissance, chaque détail compte. Le cœur s'emballe, la respiration se coupe, l'adrénaline monte, le danger est virtuel, mais la réaction, elle, est bien réelle. Je suis Lou Trio, donc je travaille en tant que game designer enseignant depuis plusieurs années dans différentes écoles privées. Et en parallèle de ça, je développe des projets indépendants avec des amis à moi pour essayer de continuer à garder un aspect créatif dans ce qu'on fait. En fait, de manière générale, l'horreur, c'est quelque chose qui repose principalement sur des questions d'ambiance. Si on crée un jeu, cette ambiance, elle doit être maintenue. Dès que l'ambiance d'horreur se casse un tout petit peu la figure, les joueurs et les joueuses se retrouvent à sortir très très vite en fait, de l'expérience qu'on leur fait vivre. Et il y a plein de choses qui font peur quand on les voit de loin, quand on les aperçoit un tout petit peu, mais dès qu'on s'arrête pour les regarder, potentiellement, toute l'expérience, en fait, ça fait plus peur, une fois qu'on a confronté directement l'élément qui est horrifique. Donc du coup, nous, ce qu'on va beaucoup utiliser comme technique, ça va être des moyens de camoufler un peu la vision du joueur. On va utiliser du fog, donc du brouillard, potentiellement pour camoufler un peu sur les longues distances de vue. On va essayer de rendre la caméra plus sombre, on va essayer de camoufler en fait, des éléments parce que on va travailler beaucoup avec l'imaginaire en fait, de notre public, ce qui fait qu'il y a une partie de l'horreur qui vit toujours dans la tête des personnes qui le regardent. Une peur bien construite dans un jeu vidéo, justement pour moi, c'est quelque chose qui est mérité par l'ambiance que le jeu arrive à créer. En fait, c'est pas très difficile de faire peur. Je pense qu'on a tous un peu vécu cette expérience de quelqu'un qui arrive derrière nous et qui nous fait bouh comme ça. Et oui, ça fait peur, mais c'est quelque chose de très temporaire. Ça n'a pas un vrai impact. Et sur le long terme, c'est pas marquant du tout. Par contre, ce qui va être marquant en termes d'horreur, ça va être justement une ambiance qui est construite où on a à tout moment peur que quelque chose arrive. Et même s'il n'y a rien qui arrive, la peur, elle est présente en fait. C'est un truc sous-jacent de fond. Moi, j'ai l'impression que justement une peur de bonne qualité entre guillemets, et après c'est très subjectif, ça vient dans un jeu au moment où justement la peur elle est permanente, elle est tout le temps un petit peu présente, mais c'est pas forcément des pics qui vont se faire. Là où on peut faire un pic sans trop difficile, parce qu'on peut faire claquer une porte, on peut faire un grand bruit, on peut faire notre personnage se retourne et il voit un truc dans un miroir, mais avoir une ambiance où on n'a pas envie de se retourner parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on va ouvrir une porte doucement et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, à mon avis ces peurs-là, elles sont plus difficiles à mettre en place, mais du coup elles vont être plus marquantes, elles vont créer justement quelque chose de plus intéressant en fait en termes d'expérience. Et cette immersion atteint un tout autre niveau avec la réalité virtuelle. Plus d'écran pour créer de la distance, on est dans le jeu. Chaque bruit derrière nous, chaque mouvement à notre périphérie devient suspect. La frontière entre le réel et le virtuel se brouille, rendant l'expérience d'autant plus viscérale et inoubliable. Moi, je m'appelle Charles-Alexandre Delestage, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, rattaché au laboratoire MIDCA de l'Université Bordeaux-Montaigne, et je suis également chef du département métier du multimédia et de l'Internet à l'UIT Bordeaux-Montaigne. Dans l'ensemble des technologies immersives, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la vidéo 360, tout ce qui va être réalité mixte, donc on va mélanger un set de techniques où on va mélanger un petit peu tout ce qui va être de l'ajout d'éléments virtuels dans un contexte réel avec possibilité d'interaction par exemple.
Globalement, des notions qui sont assez importantes quand on fait de l'immersion, c'est celle de présence. La notion de présence, c'est de rendre l'individu, de faire croire à l'individu qu'il fait partie du monde virtuel dans lequel on veut le plonger. De le rendre concret, de le rendre réel. Par exemple, il y a les travaux de Judith Guez qui expliquent un peu comment on peut prendre tout ce qui va être autour de la magie et de l'illusion pour expliquer comment on rentre, on plonge dans un univers avec comme un peu des paliers de plongée. C'est-à-dire qu'on va faire entrer petit à petit la personne dans un nouveau monde par palier, au fur et à mesure, de façon à ce que le monde soit de plus en plus crédible et concret pour elle. Une immersion qui fonctionne, c'est une immersion où justement cet ensemble de règles du monde, on va y croire, on va être plongé dans cet univers-là, on va avoir la sensation d'en faire partie. Une immersion avec des éléments d'horreur va avoir beaucoup d'impact sur l'individu, vu qu'il va avoir vraiment l'impression de faire partie de ce monde-là, d'être plongé, il va avoir des réponses émotionnelles qui vont être extrêmement fortes, parce que ça va donner vraiment l'impression qu'on est plongé dans cet univers-là. De retour dans notre cabinet, vous venez donc d'avoir l'exemple de la manière dont l'horreur a un impact sur les joueurs dans les jeux vidéo. Nous allons maintenant voir l'intervention d'un joueur qui en a ras-le-bol. Je vous demande d'accueillir un joueur désespéré. Bienvenue dans notre cabinet. Merci de me recevoir. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les persos de jeux d'horreur, ils sont vraiment débiles. Vraiment, ils ont aucun sens des priorités. À un moment donné, tu trouves un doigt coupé sur une table, tu te dis pas « je vais chercher le reste ». Non. Tu cours, tu cries, t'appelles la police. Même moi, j'hésiterai pas, je quitterai le pays. Et puis, pourquoi ils essayent toujours de comprendre ? À un moment donné, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Quelqu'un est mort, on s'en va, c'est fini. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils essaient même plus de survivre, juste, c'est de la curiosité morbide. Parce que dans une maison hantée, qui va aller à l'étage alors qu'il y a eu un rire d'enfant ? Franchement, personne. Qui va voir une poupée maudite et va se dire « bon, on va la récupérer, c'est normal ». Ah non, on la laisse, tout le monde sait que en l'attrapant, il va se passer des problèmes. Et puis, forcément, à aucun moment, quelqu'un se dit c'est une mauvaise idée, peut-être qu'on rentre. Non, ils continuent, ils avancent, ils cherchent, ils fouillent, puis ils collectent des objets maudits, comme si c'était des timbres. Et puis, qui part en exploration sans pile ? Franchement, personne. On sait très bien qu'il va falloir utiliser la lampe, il faut des piles. Alors, moi, perso, j'ai vraiment pas peur des monstres. J'ai pas peur non plus des fantômes. Moi, perso, j'ai peur du mec qui va entendre un bruit et qui va se dire « et si on y allait ?» Bon, c'était le commentaire d'un joueur désespéré. Et un petit conseil, s'il vous plaît, évitez de suivre la personne qui va vous dire d'aller dans un bâtiment hanté. Franchement. Merci d'être venu nous donner votre point de vue. Après avoir découvert le point de vue d'un joueur, nous allons maintenant nous immerger dans différents jeux qui ont marqué l'histoire de l'horreur. L'horreur dans les jeux vidéo. C'est pas forcément un monstre, c'est ce moment précis où tu te rends compte que tu veux plus avancer. Parce que c'est là que le jeu il t'a eu. Pas avec un jumpscare, pas avec un cri dans le noir, mais avec le vide et le silence. Et c'est ça l'horreur, quand la peur elle vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu pourrais voir. Quand tu arrives devant une porte entrouverte, un couloir plongé dans le noir ou une salle où il n'y a rien qui bouge, tu sais qu'il n'y a rien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Tu sais qu'il va bouger, mais tu restes là et tu fais rien. Pourtant, si t'éteins la caméra, il est encore là. Pourtant, tu regardes un JPEG qui te juge, mais t'as quand même peur de cliquer ailleurs. Ça, c'est pas un screamer. Et pourtant, ça fait quand même flipper. C'est une menace qui attend, qui patiente, qui reste là tout le long du jeu.
Ici, il n'y a rien qui peut t'arriver. Et pourtant, c'est peut-être l'endroit le plus angoissant. Parce qu'après, il faut sortir de là. Et dehors, tu sais pas ce qu'il y a. Et tu sais pas non plus comment ça va te tomber dessus. Resident Evil a inventé un espace sacré, une musique douce, dans un monde qui hurle. Et là, toi, t'es là, en train d'écrire ta sauvegarde comme si t'étais en train d'écrire ton testament. Dans Amnesia, il y a un bruit. Et pourtant, il n'y a pas de monstre. Du moins, pas souvent. Pourtant, ton cerveau, lui, il le voit, le monstre. Il l'invente, il l'alimente. Et il te trahit. Après s'être immergé dans les jeux emblématiques de l'horreur, nous allons maintenant avoir comme invité plateau une personne directement concernée. Je vous demande d'accueillir mes très chers téléspectateurs, le coup de goule d'un zombie. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Dites-nous, quel est le problème? Alors bonjour. Ouais, je suis un zombie. Encore un. Mais franchement, faut qu'on parle. Pourquoi, dans tous les jeux vidéo, on est vos méchants débiles? Parce que ouais, on arrive, jumpscare, on se prend une balle dans la tête, une jolie flaque de sang. On souffle quoi. Hein. Moi je vais vous dire, j'ai joué dans plus de 400 jeux vidéo. Du jeu mobile un peu nul au AAA. Et même moi je m'y perds. Un coup je boite, un coup je cours, un coup j'explose. Mais jamais, jamais je sais pourquoi je suis là. On n'a pas de nom, pas de but, pas de passé. On est juste vos punching balls. À côté, il y a les vampires. Costumes en velours, voix suave, romance tragique, et j'en passe. Même les loups-garous ont droit à leur petite crise existentielle. Nous, on n'a même pas de lacets. Et on peut parler de vos jeux survie. Hein. C'est toujours la même chose. Vous fabriquez une batte cloutée. Vous mangez des boîtes de haricots. Et vous survivez. Survivre à l'apocalypse zombie. Quel manque d'originalité. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait survivre en étant un zombie. Survivre à leur misère affective. On sait même pas pourquoi on vous court après. Je veux dire, peut-être qu'on a peur aussi, peut-être qu'on veut juste discuter. J'ai pas mangé de cerveau depuis Left 4 Dead 2. On n'est pas des monstres. Les fléaux, c'est les game designers qui nous donnent des champs de vision en cône à pas plus de 3 mètres. C'est ça l'enfer. C'était un coup de goule. Un zombie qui en a marre de grogner pour rien. Et vous serez entendu. Merci beaucoup d'être venu. Après avoir eu le point de vue d'un zombie dans les jeux vidéo, nous allons parler de l'horreur quand elle prend vie dans le monde réel. La VR a déjà été évoquée, nous allons maintenant parler des escape games d'horreur avec nos invités plateau de l'équipe Once Upon a Lock. Bienvenue mes très chers téléspectateurs dans le cabinet d'Anna, notre très célèbre aventurière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir deux invités de Once Upon a Lock. Évidemment, c'est moi, son assistant, qui vais m'occuper de l'interview puisqu'elle est encore en train de chercher de nouveaux monstres à vous présenter pour le reste des émissions à venir. Vous faites des escape games, donc la première question qui est assez évidente, quel lien peut-il y avoir entre les escape games et les jeux vidéo ? On s'inspire beaucoup de nos jeux vidéo du coup pour les escape games qu'on réalise. Et il y a beaucoup de liens parce qu'effectivement dans les jeux d'horreur généralement on amène un petit peu de côté logique, d'énigmes. Et en fait on va avoir juste un screamer qui va arriver très rapidement juste après, qui va nous déconcentrer totalement de notre tâche du début. Du coup j'ai vu que vous aviez notamment le Slenderman, c'est ça ? Tout à fait. Ça a été difficile à mettre en place, dans quels aspects ça s'inspire du jeu vidéo ? Slenderman du coup c'était un jeu qui est assez connu, ce truc de chercher des pages dans une forêt forcément. Après, on rajoute, nous, toujours à nos jeux, des histoires qu'on customise. C'est la nuit que ça se passe, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'il y a des horreurs qui marchent à chaque fois ? Le noir, c'est systématique. Hein. La nuit en forêt, déjà, de base, même s'il n'y a pas de jeu d'horreur. Ouais. Pareil, la claustrophobie. On en a beaucoup qui viennent et qui sont claustrophobes, où c'est très compliqué pour eux, parce que ça fonctionne là-dessus aussi, l'horreur, en fait, hein, dans des endroits très étroits, effectivement. Donc, soit dans la forêt, mais aussi chez les personnes. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme part d'improvisation ? En fait, nos jeux, ils nécessitent tous d'avoir des comédiens.
Donc dedans, il y a toujours un personnage qui n'est pas simplement un game master, qui est vraiment un comédien et qui incarne du coup un personnage de l'histoire. Et du coup, partant de là, il y a énormément d'improvisation. S'ils réagissent moins, s'ils ont peur, s'ils n'ont pas peur, s'ils veulent rire, enfin voilà. Et du coup, dernière question avant de passer au petit jeu qu'on a mis en place avec nos téléspectateurs. Peut-on encore innover dans la peur, aller encore plus loin? Vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. On n'ira jamais vraiment dans l'extrême parce que c'est pas possible de laisser quelqu'un comme dans Saw dans une pièce, on est d'accord. Ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a vraiment aucune barrière et c'est ce qu'on aimerait essayer d'installer sur nos jeux au fur et à mesure. C'est ce qu'on a déjà fait pour The Mist, le nouveau jeu d'horreur en forêt qu'on a lancé. Bon, comme je vous l'avais dit, il y a eu une petite blague avant le démarrage. Anna a perdu la fin de son exploration que vous aviez vue au début de l'épisode. Je vais donc vous inviter à vous lever avec moi si vous voulez accepter. Ouais. Quelque part autour d'ici se trouve donc la fin de l'épisode. C'est une cassette que j'ai perdue. Je l'admets. Je vous invite donc à chercher. Tout est à portée de main normalement, d'autant que je sache. Ouais. Tu l'as? Eh ben, Direct. Comme Moi, j'ai quoi, tout cassé. comme je vous le disais, des professionnels. Merci beaucoup. Nous pourrons donc vous laisser avec la suite de l'épisode. Après avoir remercié chaleureusement nos deux invités, vous pouvez les retrouver sur leur réseau. Once Upon a Once Time. Once Upon a Illusion. Lock, Facebook, Instagram, TikTok et site internet. Merci beaucoup, mes très chers téléspectateurs. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Expédition numéro 8, premier journal de bord. J'ai pu avoir des évidences sur